par rapport aux zones humides, au regard de la clé de, clé multiplicatrice qui a été choisie, donc 25 hectares touchés. Pour autant, première question, que ces zones humides aient été correctement identifiées. Est-ce que c'est vous qui avez, puisqu'on a posé déjà la question à Biotope, et vous savez que le rapport de Biotope a été très critiqué par une contre-expertise, donc vous-même, comment avez-vous collaboré avec Biotope et avez-vous vous-même identifié ces zones humides ou pas? C'est donc 25 hectares touchés, sous réserve évidemment de ce que je viens de dire, seraient en zone en compensation remplacés par 55,48 zones humides. Et donc c'est une question que j'ai déjà posée. Avez-vous participé à la définition de ces zones de compensation? Et avez-vous également, savez-vous également si pour ces 55 hectares de zones humides, là je ne parle pas de la question des bois, je ne parle pas de la question des terres agricoles, enfin on ne parle que des zones humides, est-ce que vous savez si oui ou non le concessionnaire dispose de la maîtrise foncière de ces zones humides et si oui, est-ce que vous avez participé également à la définition de ces zones humides, parce qu'on ne peut pas remplacer une zone humide par n'importe où, pour une autre zone humide. Ce n'est pas aux experts extrêmement éminents que vous êtes que je vais le dire. Bon, ça, c'est mes premières questions. Ensuite, sur les conséquences du rescindement. Donc, vous avez dans le dossier 14 qui vont être touchés de façon provisoire, cours d'eau, et puis 14 rescindés, donc carrément qui vont avoir, vous nous expliquerez d'ailleurs à quoi correspond la question du rescindement, mais c'est bien précisé sur le nombre de mètres par les différents cours d'eau, donc les 14 qui vont être vraiment affectés de façon définitive. Est-ce que cette affectation définitive a des conséquences également sur les terres qu'elle traverse et donc évidemment la définition, enfin la qualification de zone humide, et donc de ce fait-là, comment peut-on imaginer ensuite pouvoir, alors qu'on a rompu l'alimentation d'eau des terres qui sont autour, pouvoir ensuite retrouver, même dans les parties qui ne sont pas touchées, la même qualité de terre de zones humides qu'il y avait précédemment. Plan de gestion, vous nous en avez parlé, avec le nombre de surfaces et le volume soustrait au champ d'expansion des crues. Et donc, évidemment, l'avis de l'OFB que j'ai évoqué dans mon questionnaire. Donc, ce questionnaire où, effectivement, au mois de décembre 2023, je parle bien décembre 2023, il y a eu un avis de l'OFB qui a été très négatif par rapport à ce plan de gestion qui avait été communiqué, et qui est donc communiqué au regard des obligations qui sont faites 2 fois par an. Vous me dites que c'est pris en compte par le concessionnaire. Donc, est-ce que vous êtes associé au suivi de cette prise en compte et quelles sont, par rapport aux réserves qui avaient été faites, les prises en compte actuelles, alors même que le chantier est en cours sur ces questions-là et particulièrement les mesures de compensation? Enfin, dernière question, il apparaît toujours dans le même arrêté interdépartemental, qui est ma Bible, qu'il y a des besoins en eau pour le chantier. Et ces besoins en eau sont évalués, donc plus qu'évalués, puisque écoutez, 2023, évidemment, elles ont été consommées de 120 000 mètres cubes par an. Et donc, à hauteur, est-ce que vous avez pris en compte dans vos analyses hydrologiques également la question de cette ponction de cette quantité d'eau dans les cours d'eau et les effets que cela va avoir ensuite sur à la fois les zones qui sont affectées directement par le chantier, mais également potentiellement, de façon plus éloignée, celles qui seraient susceptibles de rentrer dans les mesures de compensation. Voilà, je pense avoir fait le... Ah oui, si, pardon. Une dernière question. Je les ai notés, comme ça, si vous vous êtes perdu, je pourrais essayer de vous reguider. Et dernière question, il avait été indiqué qu'il y avait une obligation réelle environnementale, donc ce qui est appelé ORE, qui devait être assurée pour 99 ans pour retrouver l'état l'état compensé, si l'on peut dire, tel qu'il est affecté. Et ça a été ramené à 55 ans. C'est-à-dire le temps de la durée de concession. Est-ce que vous avez donné un avis sur ce sujet? Est-ce que vous avez été consulté sur cette question, particulièrement sur les questions hydrologiques, et bien entendu, pas pour le reste?
Je vous remercie. Voilà, on vous écoute pour vos réponses. Si vous voulez après apporter des précisions par la suite écrites parce que vous n'avez pas un certain nombre d'éléments sous le... Voilà, vous êtes libre aussi également de le faire. Ok. Alors, je vais commencer, puis ensuite je vais laisser la parole à Gilles sur les questions un peu plus précises sur le chantier, voire même les quelques sujets sur les cours d'eau et mesures compensatoires. Simplement, déjà, par rapport à votre question sur la définition des mesures compensatoires, des zones humides, pardon, des zones humides. Bon, nous, on connaît Biotope, c'est Biotope qui était en charge dans notre groupement de cette expertise-là de définir les zones humides. On connaît Biotope par sa réputation, mais aussi parce qu'on travaille avec eux de façon générale sur d'autres projets. Et on ne travaille pas qu'avec Biotope. Et donc, on a de façon générale et particulièrement sur ce projet une grande confiance dans l'expertise de Biotope sur ces sujets. Gilles le précisera, mais donc notre rôle en tant qu'ingénierie généraliste et assemblière de tout ça, c'est de relire tout ce que les experts et les ingénieurs expertes produisent et de l'assembler et de trouver la cohérence entre les différentes expertises. Mais les recommandations nous ont paru, de Biotope nous ont paru conformes à ce que nous avons déjà vu dans d'autres projets. Alors on ne peut pas dire similaires parce qu'il n'y a jamais des projets similaires, mais en tout cas dans d'autres projets autoroutiers. Ouais. Vous en êtes tenu aux expertises faites par Biotope? Oui, en tout cas les propositions méthodologiques nous ont paru cohérentes, c'est ça que je vous dis. Voilà. Et conforme. Le deuxième sujet, c'est que oui, on a évidemment eu vent qu'il y avait des analyses contradictoires, notamment de M. Jacques Thomas. Alors, on n'est pas en mesure de vous donner un avis spécifique parce qu'on ne les a pas, ces études. Donc, c'est pas possible pour nous de répondre à cette question. Et puis dernier point toujours sur ce point-là, il nous semble que il y a un recours. Monsieur Thomas, il est expert dans le cadre d'un recours sur le fond qui est déposé. Donc pour le coup là, ça tombe aussi sur le coup de la justice. Donc on ne va pas commenter des procédures de justice qui sont en cours. Voilà, ça c'est pour de façon générale sur les zones humides. Je vais répondre à votre dernière question sur les ORE. On ne nous a pas posé la question, Gilles le précisera. Néanmoins, on ne voit pas très bien comment le concessionnaire peut s'engager sur 99 ans quand il a une concession de 55 ans sur ces sujets-là. Mais ça me donne l'occasion de vous rappeler qu'en termes de mesures compensatoires, le concessionnaire a une obligation réglementaire de succès, c'est-à-dire que si la mesure compensatoire ne fonctionne pas, eh bien, il doit compenser. Voilà. Et donc, notre rôle dans ce cadre-là, c'est effectivement de l'aider à ce que trouver les meilleurs sites et les meilleures solutions. C'est le rôle de ces comités de suivi, notamment, non ? Et c'est le rôle du comité de suivi de suivre ça, effectivement. Voilà. Et puis, peut-être dernier point sur les plans de gestion. En parallèle des plans de gestion, il y a ce qu'on appelle les études de détail, notamment des études de projet. Pro, c'est projet dans notre jargon, qui sont réalisées pour ces mesures compensatoires. Et là, nous réalisons ces études de projet, effectivement. Alors, elles ne sont pas finies. Ce qui peut-être certaines fois expliquer des avis négatifs de l'OFB parce que tout n'est pas encore précisé. Voilà. Donc si je réponds sur certains points, mais vous me direz si j'ai mal compris la question. Alors vous avez écouté les ressonnements de cours d'eau, donc effectivement, il y a plusieurs ressonnements de cours d'eau. Alors sur le territoire là, concerné par la 69, il y a 3 cours d'eau principaux. Enfin, vous connaissez sans doute, il y a le Girou, et l'infrastructure est plutôt parallèle à la vallée du Girou. Et ensuite, l'infrastructure franchit le Bernazobre, dans le Tarn, et la Goutte, qui sont les 3 grandes rivières du territoire. Et après, le Girou, effectivement, a un certain nombre d'affluents. Et ces affluents dans la vallée du Girou, c'est plutôt des affluents dégradés, c'est des petits ruisseaux, c'est pas des cours d'eau, c'est plutôt des ruisseaux dégradés
enfin dégradés, ou en tout cas qui ont perdu un certain nombre de fonctionnalités probablement, en lien avec les besoins de maîtriser les eaux dans le cadre des activités agricoles. On sait que voilà, pour faciliter les pratiques agricoles, on draine les champs, donc soit par des drains dans les sols, et qui sont connectés à des fossés. Alors c'est parfois des fossés, c'est parfois des cours d'eau. Ça, c'est une qualification qui... la désignation de cours d'eau, c'est une qualification qui relève de la DDT. Et donc nous, on s'appuie là-dessus, c'est-à-dire de la DDT et de l'OFB, évidemment. Et donc nous, on s'appuie là-dessus, si vous voulez, pour identifier ce qui est un cours d'eau de ce qui est un fossé. Parce que parfois, dans certains cas, la distinction est ténue. Et donc, si vous voulez, actuellement, le territoire est drainé vers le Giroux. Et donc, effectivement, ces cours d'eau sont assez rectilignes, sont assez profonds. Et donc, l'infrastructure en franchit un certain nombre, comme vous l'avez évoqué. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous devez construire l'ouvrage au droit du cours d'eau du ruisseau, et donc à ce moment-là, il faut le dériver temporairement. Donc, vous faites une dérivation temporaire pour pouvoir construire l'ouvrage. Et ensuite, vous rétablissez le cours d'eau à son endroit initial, mais à l'intérieur de l'ouvrage. Soit, pour des raisons techniques, c'est pas possible, et à ce moment-là, vous construisez l'ouvrage à côté du cours d'eau, mais vous dérivez aussi le cours d'eau. Donc, ce qu'on appelle un ressalement. Alors, ces ressalements, en général, dans les projets d'infrastructure, ça permet de mettre en place des éléments écologiques qui apportent des plus-values, justement, par rapport à un état initial, si vous voulez, du cours d'eau. Un état initial d'un cours d'eau qui est dégradé, qui est rectiligne, qui est assez profond. On profite du projet de ressalement pour changer la physionomie du cours d'eau. C'est-à-dire déjà d'éviter effectivement d'en refaire des cours d'eau rectilignes, d'aménager les berges de façon écologique pour permettre l'expression de milieux propices aux espèces, à des milieux humides, etc. Et donc ces ressalements, ils sont, dans le cas du projet A69, souvent associés aussi à des projets de compensation zone humide. Et c'est là qu'intervient, si vous voulez, l'articulation entre les expertises de biotope et les propositions de biotope, et nous, ce qu'on apporte comme expertise sur ces projets-là, c'est-à-dire que ces projets de ressalement associés à des sites de compensation zone humide, l'objectif, c'est d'articuler effectivement les sujets hydrauliques que vous avez évoqués, c'est-à-dire la connaissance du fonctionnement hydraulique du Giroux ou de ses affluents, la connaissance de la façon de recréer des cours d'eau avec les expertises de biotope sur les zones humides, et l'objectif général, si vous voulez, étant de favoriser dans ces espaces-là à la fois les inondations, à la fois la rétention des ruissellements, et donc d'essayer plutôt de retenir l'eau à l'inverse de ce qui est pratiqué aujourd'hui, qui tend plutôt à drainer les espaces agricoles. Voilà. Donc ça, c'est pour la question des ressalements. Parfois, les ressalements ne sont pas associés à des mesures compensatoires. C'est simplement un ressalement, donc on recrée le cours d'eau à côté. Oui, mais ailleurs. Ça dépend. Oui, à côté. Enfin, ma question était précise, c'était à partir du moment où il y a un ressalement définitif, parce qu'il y en a 14 de provisoires, j'entends, qu'après peut-être ça sera mieux qu'aujourd'hui, même si maintenant on va nous dire que c'est bien l'autoroute pour l'écologie. Enfin, bon, j'entends, mais il y en a 14 de façon définitive. Oui. Donc ça veut dire qu'on va définitivement dévier ce cours d'eau vers un autre endroit. Non, c'est pas tout à fait ça. Enfin, on modifie. Oui, d'accord. Donc, il n'irriguera plus, si on peut dire, le même endroit. Ce qui veut dire que la zone qui était qualifiée, qui était potentiellement irriguée à cet endroit-là, avec les infiltrations que l'on connaît, et qui pouvait être, même si elle n'est pas qualifiée de zone humide, humidifiée, à partir du moment où ça va être... À partir du moment où ça va être à un autre endroit, même si c'est à 10 mètres plus loin, nécessairement, ça va avoir des impacts sur la biodiversité présente. Oui, mais les impacts aussi limités que possible, puisque le ressalement vise à retrouver le cours d'eau en aval de l'infrastructure
assez rapidement. Oui, mais pas au même endroit, Après, on est bien d'accord. L'infrastructure, il y a un impact, effectivement. On est d'accord, parce si- que c'est pas au même endroit. C'est pas possible, il y a Hein, donc, non, mais c'est juste de façon très précise. C'est Oui ou non. effectivement, c'est légèrement décalé, effectivement, en fonction des configurations. Ça dépend des... Oui, pour 110 mètres pour le Nadalou, pour 430 mètres pour le L'Herbe, pour le 700 mètres pour le bras du Giroux, pour 470 mètres pour le Messal, pour 120 mètres, enfin 750 mètres, ça fait quand même beaucoup par rapport au moment où ça traverse un champ ou plutôt un autre. Alors, dans ce que vous évoquez, il y a aussi des projets de ressalement, justement, 750 mètres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bras du Messal que vous évoquez, c'est un cours d'eau rectiligne. Et donc, effectivement, le projet est de restituer un cours d'eau plus naturel par reméandrage. Et de fait, ça augmente son linéaire, c'est ce que je veux dire. Non, mais j'entends bien, mais géographiquement, à un moment donné, il passe à cet endroit. Demain, il est rescindé et il passera à un autre endroit. Peut-être avec une meilleure... on est d'accord. C'est tout, pas plus que ça. Et j'avais ma dernière question. Je suis désolée, je suis un peu précise là. Ma dernière question, c'était pour les besoins d'eau du chantier. Donc effectivement, les chiffres que vous évoquez sont des estimations. Donc, ça dépend beaucoup, les besoins en eau du chantier dépendent beaucoup des conditions météorologiques du moment, quoi. Et donc, en fonction des conditions, les besoins sont plus ou moins importants. Donc, c'est une estimation effectivement maximale de besoins annuels qui sont mis en œuvre en fonction des conditions météo et de l'avancement du chantier. C'est-à-dire que le chantier évoluant progressivement géographiquement, les besoins en eau augmentent jusqu'à un certain pic de consommation qui interviendra au moment où le chantier sera dans son activité la plus importante, et puis de nouveau diminuera. Donc les besoins en eau, ils sont... donc là, c'est le constructeur, disons, qui gère ça, mais si vous voulez, ils sont assurés. Alors, non pas par des prélèvements dans des cours d'eau, mais soit auprès d'associations syndicales qui gèrent l'irrigation, soit dans des points d'eau déconnectés des eaux superficielles. Soyons précis, 2023, l'année s'est écoulée, donc on sait laquelle a été la consommation d'eau du chantier puisque le plan de gestion a été déposé. Donc, est-ce que vous avez ce chiffre? Mais si vous ne l'avez pas, je veux pas vous... Si vous ne l'avez pas, vous nous le communiquez. Et si vous ne pouvez pas nous le communiquer, on le demandera par ailleurs. Il n'y a pas de souci. Juste pour vous confirmer qu'effectivement, ces chiffres sont connus, ils sont mesurés. Les quantités consommées annuellement, ça fait partie de l'arrêté préfectoral. Et donc, effectivement, le constructeur peut les transmettre. Moi, je ne les ai pas en tête. D'accord, pas de problème. Merci. Je voudrais juste préciser une chose par rapport à votre question là, sur les rescindements. Et au préalable, je vous ai expliqué que donc, nous... On fait beaucoup d'autres choses que des autoroutes, hein, donc on n'est pas lié ni défenseur des projets autoroutiers en tant que tels. Mais je voudrais défendre un peu mes ingénieurs qui ont réalisé un certain nombre d'études dans le cas de la 69. Alors on vous fournira quelques exemples en réponse aux questions. Mais en fait, ce qu'on a découvert en faisant ces études, c'est que un certain nombre de cours d'eau avaient été rendus rectilignes par l'agriculture en réalité. Et qu'il y avait des anciens méandres existants, et on le voit sur des études anciennes ou des photographies aériennes, etc. C'est leur job de réaliser et de comprendre cela. Et il se trouve que dans un certain nombre de ressentiments proposés, l'intention, en tout cas, des ingénieurs qui proposaient ces ressentiments, c'était de retrouver ce cours naturel des cours d'eau et donc de retrouver cet état naturel qui existait avant qu'il y ait l'impact de l'agriculture sur ces états naturels. Merci pour ces précisions, Madame Stenbach. Merci, Monsieur le Président.
Juste deux petites questions. On a évoqué la question des zones humides. Je voulais rebondir un peu sur une question qui avait été posée par Madame la rapporteure par écrit concernant les études donc, réalisées par CETEC Hydratec. Est-ce qu'elles permettent de prendre correctement en compte les risques d'inondation pour l'autoroute et pour l'environnement aussi proche de l'ensemble du tracé? En clair, est-ce que vous pouvez nous garantir la capacité des ouvrages à assurer la transparence hydraulique, autrement dit le fait que l'ouvrage n'empêche pas les mouvements des eaux sur tout le long de l'ouvrage?